On croit qu'il n'y a qu'en Algérie où il y a ce genre de défaut, entre guillemets, de négativité. On veut entreprendre des projets partout, sauf dans notre pays. Tu as vu de tes propres yeux, tu as suivi l'aventure, tu as entendu parler de l'aventure, tu as vu que c'était possible, et ben tu verras qu'on peut encore faire plus de choses en Algérie. Tu prends juste une seule personne qui veut renouer les liens avec ses racines, son pays d'origine, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Par quel pays je veux commencer? Par mon pays d'origine. Magnifique. Par l'Algérie. Pourquoi commencer par un autre? Algérien commence par l'Algérie. Normal. Premier épisode de notre nouvelle émission DZ Soft Power. L'objectif, c'est de vous partager des énergies positives autour de l'Algérie, notre pays d'origine. Et pour ce premier épisode, j'ai le plaisir d'inviter Yanis. Je te laisse te présenter, notre sportif aventurier. Merci beaucoup, Faudil, pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici, à Alger en plus. Donc, je me présente, je suis Yanis, donc plus connu sous le nom de Yanis Sport, préparateur physique, coach sportif aussi à Paris. Et là, je suis en vacances et aussi pour te voir aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est vrai, sur Alger, de pouvoir échanger, de pouvoir partager un petit peu ce qui nous lie, tout simplement, à l'Algérie, et de manière positive. Exactement. Et toi-même, tu sais qu'on en a grandement besoin. On a grandement besoin. On n'a pas besoin d'ondes négatives ici. On vient à Alger justement pour respirer cette positivité et pour passer un super moment. Absolument. Alors justement, quel est ton lien avec l'Algérie, ta région d'origine et ensuite ton parcours à l'enfance en Algérie ou à l'étranger? Moi, je suis né à Tizi Ouzou. D'accord. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, mais j'ai grandi à Tizi Ouzou. Ma mère est d'Alger, elle a grandi à Alger, mais elle est née à Akbo aussi, toujours en région de Kabylie, et mon père est Tizi Ouzou. Donc, j'étais à l'école vraiment à Tizi avec ma famille. On avait une maison là-bas et je suis venu vraiment avec mes parents et mes frères à l'âge de 10 ans en France. On a atterri à Nancy. À Nancy, d'accord. Ouais, en Meurthe-et-Moselle. Il faisait très très froid, mais le choc thermique était un petit peu puissant, mais sinon une phase d'adaptation qui a pris quelques années quand même. Ouais. Donc mais je suis vraiment d'origine algérienne et j'ai vraiment vécu en Algérie et grandi là-bas. D'accord. Et tu avais un lien pendant cette période-là, au moment où tu es venu en France? Est-ce que tu as gardé un lien avec l'Algérie, c'est-à-dire avec des voyages réguliers ou pas du tout? C'était peut-être pas la période compliquée des années 90. C'était quoi? Justement, on est venu dans les années 2000, 2001, juste après les années... la décennie noire, ouais. Donc, on a grandi vraiment à Nancy. Et les premiers temps, évidemment, qu'on n'a pas gardé ce lien direct. Parce qu'on devait quand même s'installer en France, l'école. Et puis, c'était un petit peu difficile avec mes parents pour gérer quand même 3 enfants. Mon père est parti à Los Angeles aussi, parce que j'ai aussi de la famille là-bas, pour voir si on pouvait s'y installer. D'accord. Mais il a préféré... rester en France. Et à 5-6 ans plus tard, je suis retourné là-bas. Ouais. Vraiment, c'était bien plus tard, en vacances, pour les mariages de la famille. Et ensuite, je suis revenu régulièrement. Ça fait que depuis quelques années que tu as renoué vraiment. Mais quand je dis renouer, c'est même pas partir en vacances, c'est vraiment partir régulièrement. Tous les mois avec ma femme et mes enfants. Ouais. Parce qu'effectivement, on s'est croisés sur AG100. Comme par hasard. C'est comme ça que c'est. Et on se suivait en plus. En plus, on se connaissait sur les réseaux, mais pas encore dans la réalité. Sur Bidouche je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. Toujours. Hein. Exactement. Et d'accord. Mais en fait, on a un peu, du coup un point commun, comme beaucoup, je pense, qui nous regardent, c'est-à-dire toi, t'as même grandi ici en Algérie, et ensuite il y a eu les années noires qui a un peu coupé le cordon. Exactement. Moi, c'était un peu la même chose. C'est-à-dire on venait régulièrement, parce qu'en plus, j'avais de la famille, donc je suis originaire de Biskra et de la famille à Alger. Et les années 90 ont coupé le cordon. Et à ce moment-là, on était en fin d'adolescence, début adulte. C'est là où tu as besoin en fait, de garder ce lien avec son pays d'origine. Nous, ce lien a été coupé. Et après, plus d'images, plus de sons pendant des nombreuses années. Exactement. On a aussi construit inconsciemment ou pas un imaginaire par rapport à l'Algérie. Et du coup, même si j'ai
personnellement été amené à voyager et vivre ailleurs, bah, l'Algérie, c'était pas on se disait pas, non, tiens, c'était possible qu'on puisse revenir s'installer. Et avant de le faire, il y a plus d'1 an en famille, avant de m'y installer, tu m'aurais demandé 1 an plus tôt, 6 mois plus tôt, je la mettais même pas, je mettais pas l'Algérie encore dans ma liste, quoi. Ouais. Je sais pas si toi, comment tu voyais pendant toute cette période-là, comment tu voyais l'Algérie, parce que il y a énormément de clichés. Trop. Et encore maintenant. Encore maintenant, mais il y en a moins qu'avant. Mais c'est vrai que les idées reçues. Lesquelles, par exemple? Par exemple, c'est pas un pays où on peut investir, c'est pas un pays où on peut travailler, où y vivre. Maintenant, on a encore ce cliché-là, c'est que de par nos proches même, hein, si on revient en Algérie, on régresse. Et ça, c'est triste. C'est triste d'apprendre ça et d'entendre ça, même en étant adolescent. Donc, ça rentre dans notre cerveau et on se dit que c'est barré, quoi. On peut plus revenir là-bas, peut-être en vacances pour les familles, mais on se dit que là-bas, c'est de la régression et c'est de la négativité et ça sert à rien d'y retourner là-bas pour y travailler, alors que c'est tout à fait l'inverse. Donc, c'est en pleine ascension actuellement et même on a besoin, même que ce soit négatif ou pas, on a besoin de renouer les liens avec ses racines et l'Algérie, c'est comme un enfant, quoi. On l'accepte avec ses défauts et ses qualités, et c'est à nous de... c'est un proche, quoi. Voilà, c'est un proche, exactement. Mais dans tous les cas, hein, j'ai entendu une phrase qui dit que dans tous les cas, même si tu veux enlever l'Algérie dans ta tête, quoi qu'il arrive un jour ou l'autre, tes racines... Te rappelleront, on va dire. Ici, on dit Demijbed, tu vois, ou en français, c'est l'appel de la terre, quoi. Du sang, c'est ça. C'est vraiment le sang. Sinon, on traduit exactement. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, c'est que tu es ramené à la source, naturellement. Et je t'avais croisé en plus aussi en famille. Tu avais un peu cette volonté aussi que, justement, de mettre ces graines-là dans la tête de tes enfants. Moi, personnellement, c'est clairement mon cas. C'est ça. Clairement, mais je te rejoins. En les inscrivant même à l'école. C'est les premiers trucs qu'on faisait, les premières activités, c'était les musées, c'était d'aller voir tout ça, quoi. Et oui, c'est la transmission. On veut transmettre à nos enfants, inculquer les valeurs de l'Algérie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays riche en valeurs, riche en histoire aussi. La première chose que j'ai fait avec mes enfants, c'est d'aller voir la Casbah d'Alger, raconter les histoires. J'ai pris un guide direct qui nous a accompagnés quelques jours, vraiment pour nous expliquer. Tu vois Ali Lapointe, la maison. Ali Lapointe, mon fils s'appelle Ali. Vraiment, il s'est inspiré de ça et à chaque fois, il me parle d'Ali Lapointe. Donc, c'est une fierté un petit peu pour lui. C'est un héros. Donc, il prend une photo à côté à la Casbah. On a vu aussi le musée, l'histoire de l'Algérie avec la colonie. Mais franchement, c'est important de transmettre aussi. Et on en parle avec nos enfants, on en parle avec ma femme, parce que ma femme aussi, c'est important d'avoir une femme aussi qui est dans le même esprit. Et c'est vrai que c'est aussi ma femme qui est à fond dans ça, qui est rentrée dans l'histoire aussi. Elle est, ma grande fille aussi, elle est dans l'histoire. Donc, c'est très important de renouer ses liens avec ses racines et aussi de connaître l'histoire de son pays et pourquoi on est là et pourquoi on veut aspirer à vivre ici aussi. C'est ce que tu m'as dit. Toi, c'est pas juste, on va y revenir, mais c'est pas juste dans une optique d'être en visite. C'est que tu as un projet à terme éventuellement de t'installer. C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Dans un premier temps, inculquer les valeurs de l'Algérie, raconter l'histoire à mes enfants, transmettre, passer du bon temps. Comme on a dit, partager ses ondes positives avec l'Algérie et peut-être un jour, pourquoi pas, investir sur un projet ici. C'est l'objectif. J'ai déjà fait 2 aventures ici. Ça prouve le lien que je veux créer renouer avec mon pays d'origine, quoi. Donc, même si on m'a dit que c'était impossible, j'ai tout fait pour le faire, quoi. Alors, on va y revenir sur justement c'est parce que tu n'es pas le seul. On va y revenir sur tes projets extrêmement intéressants qui ont mis à l'honneur l'Algérie, et c'est justement l'objet de cette émission. Mais avant cela, je voudrais revenir sur lorsque tu m'as dit, voilà, t'avais on avait tous des préjugés, et ces préjugés, ils étaient construits à la fois à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'intérieur dans nos propres, parfois, familles, chez certains d'entre nous, qui restaient sur des images soit de voyages dans des petits villages ou avec des ressources, on va dire, modestes, soit parce qu'il y a eu les événements.
que l'on connaît, les tristes événements, notamment des années 90, et une image et des préjugés aussi qui peuvent venir aussi de l'extérieur. Parce que l'Algérie aussi dérange d'un point de vue aussi diplomatique. Il y a eu sort d'une grosse guerre d'indépendance, d'une colonie qui a duré longtemps, la colonisation. Donc tout ça fait qu'on a un ensemble d'énergie parfois et de critiques qui ne sont pas positives autour de l'Algérie qui va inconsciemment, tu vois, nous formater. Exactement. Toi, est-ce que ça, tu l'as ressenti? Mais je l'ai ressenti, je le ressens encore. Ouais. C'est des clichés installés, malheureusement, très difficiles à effacer. On a grandi avec ces clichés-là, ces idées reçues-là. Mais le plus gros critiqueur, quand même, ça reste l'Algérien lui-même. Ça reste son propre pays. Qui est très négatif. Ça qui est un peu triste. Très triste. Qui est négatif. Je sais pas, moi, c'est un exemple. Je fais la queue au supermarché à Alger. Le tapis, tu sais, le tapis de la caisse, ne fonctionne pas. Et ben la personne à côté de moi, enfin juste devant moi, bon, c'est un peu âgé et tout. Ça y est, il y a que en Algérie qu'il y a des choses comme ça. Il y a qu'en Algérie qu'il y a des défauts. Il y a qu'en Algérie qu'il y a un tapis de caissier qui marche pas. Absolument. Il y a qu'en Algérie où il y a des bouchons, où ils savent pas trop conduire. Mais non, c'est dans toutes les capitales il y a des bouchons. Dans toutes les capitales il y a des voitures, la circulation. Dans toutes les capitales il y a des défauts techniques. Mais en fait on croit qu'il y a qu'en Algérie où il y a ce genre de défauts entre guillemets, de négativité. Mais on a du mal à se dire que oui, il y a ça, mais c'est tout le monde est dans cette même des situation. Bouchons dans une capitale. C'est incroyable. Je veux dire, j'ai jamais vu une capitale sans bouchons terribles, tu vois, avec un problème de circulation. Il y a des choses à améliorer, on est d'accord. Ah oui, mais déjà, tu as pointé du doigt, mais je crois l'un des big problèmes, moi, je trouve, niveau mindset, c'est de croire qu'en fait, les problèmes ne sont propres qu'en Algérie. Exactement. Et ça, c'est un truc de fou. C'est pas souvent, je rappelle, mais tu sais qu'ailleurs, il y a ce problème-là dont tu cibles, et tu as raison de cibler, parce qu'il faut toujours aller vers le meilleur, s'améliorer, on est d'accord. Mais juste se dire que, en fait, c'est une problématique qui est vachement globale. Bien sûr. Ce n'est pas qu'en Algérie, et ça, c'est important de le rappeler. Pourquoi ? Parce que quand tu es convaincu, c'est ce que tu disais, quand tu es convaincu que c'est qu'en Algérie, tu finis par dénigrer ton pays. Bien sûr. Et être convaincu qu'en fait, il n'y a rien à faire. Et ça devient un quotidien. Exactement. C'est tous les jours. Et on a tendance à accepter les problèmes des autres pays aussi. Absolument. Dès qu'il y a un retard d'avion, on l'accepte, venant d'Air France ou d'ailleurs. Mais quand c'est Air Algérie, ah non, ils ne savent pas gérer, il y a un manque d'organisation, il y a un manque de gestion du personnel, il ne sait pas excuser le pilote. Non mais... Ça y est, on a tendance à accepter les problèmes des autres. Par contre aussi, j'ai un autre problème aussi qui me dérange un petit peu avec nous, la diaspora et aussi les Algériens locaux. C'est que, par exemple, on a tendance à négocier les prix tout le temps. Donc on accepte le fait que ce soit cher en Occident ou ailleurs, mais quand c'est notre pays, on a tendance toujours à négocier. Bon, c'est dans les marchés, etc., on négocie. Mais pourquoi, en fait, on dit que c'est cher tout le temps? Ah oui, tu l'entends souvent, ça? Je l'entends tout le temps. Mais c'est cher. Mais tu viens d'acheter le dernier sac de Vuitton, je ne sais pas combien, et là, tu dis que c'est cher. Mais pourquoi? Parce que c'est un Algérien qui te le vend? Parce que tu es dans ton pays? On vient parfois aussi à changer. On vient aussi de l'extérieur avec un peu de... On se fait allumer par l'essence en Occident, et dès qu'il faut payer quelque chose d'un tout petit peu plus élevé en Algérie, on a tendance à chipoter. Alors que très honnêtement, vraiment, moi, ça fait un moment que j'habite ici, que je vis ici, et tu vois, j'ai pas de souci à pointer du doigt sur certaines critiques et tout, mais s'il y a bien un truc, j'ai vécu en Turquie, j'ai vécu à Dubaï, ainsi de suite, mais s'il y a bien un truc que tu peux partir en Algérie, quasiment, sauf si tu vas dans un endroit hyper touristique, je veux bien l'entendre, mais quasiment partout, on va te donner un prix. Tu vois, que tu sois un Algérien résident de l'étranger ou d'ici, franchement, qui va être similaire. Quasiment partout, tu vois, franchement. Par rapport à ce que j'ai, encore une fois, on revient, par rapport à ce que j'ai, quand je compare avec, juste en Turquie, même en habitant là-bas, même en parlant turc, à capter direct, tu n'auras pas le même prix, tu fais ce que tu veux. Même, pour te dire, on disait même, tu avais le prix du local turc, tu avais le prix du turc résident à l'étranger, tu avais le prix de l'étranger qui habite ici et donc qui est un client. J'avais fait une hiérarchie, tu vois. Tu avais l'étranger qui habitait localement et qui va être amené à revenir souvent, donc tu vois, tu vas pas trop l'allumer. Et ensuite, tu as le touriste. Tu vois, tu avais toute une hiérarchie, tu vois, très précise, très souvent.
Et ici, tu l'as pas, tu vois. Non, on l'a pas. Le taxi, toi, tu as dû l'embarquer, tu lui donnes le prix, si c'est 430, il va te rendre ta monnaie, tu lui donnes 500, il va essayer de te rendre 70. Exactement. Même si tu vas lui laisser éventuellement pour boire, lui, il va toujours te dégainer pour te rendre 10 ou 20 dinars. Il va pas s'attendre à ce que tu lui donnes plus, ou il va pas négocier, ou alors il va pas te démarcher. Également. Donc, évidemment, il y a de la vente dans les marchés, etc. Et ils doivent communiquer sur leurs produits. Mais il n'y a pas ce côté harcèlement que l'on peut voir ailleurs. Donc, on peut, même s'ils te voient touriste, même si j'ai vu des Espagnols et des Anglais quand même qui visitent la Casbah, etc. Mais quand il faut acheter quelque chose, ils ne sont pas là à t'harceler et te dire tu dois acheter ça. Tu as même vu, je pense que tu as dû même être très surpris du contraire, où par exemple le truc il coûte 520, 510, toi tu donnes 500 et te dis mais allez, la prochaine fois tu me le donnes. Exactement. Tu l'as eu celle-là? Combien de fois? Celle-là, c'est une classique. C'est un classique, ça. C'est un classique. Non, c'est un pays très généreux. Je l'ai vu à travers mes aventures. Mais c'est incroyable. C'est pas parce que c'est mon pays. Il faut voir les faits. J'ai de la chance d'avoir marché dans beaucoup de régions. Même en France, c'est très généreux aussi. Au Mexique, un peu partout. Là, je vais faire Oman, Dubaï. Mais le truc, c'est qu'en Algérie, il y a cette générosité sans attendre en retour. C'est incroyable. Et il y a un sentiment qui peut être parfois, qui peut avoir aussi ses inconvénients, mais tu sais, un sentiment, c'est comme si on était une grande famille. Je sais pas si tu ressens ce truc-là. Même encore tout à l'heure, la porte elle est ouverte, il va dire ferme la porte, machin, mais il va te le dire comme si tu étais son cousin. Exactement. Tu vois, pareil, j'ai fait une manœuvre en venant te voir. J'ai fait une manœuvre un peu délicate et je te promets, ils étaient 3 sur moi pour me guider derrière. Non, attention, goul bismillah. Parce que ça va être très très dur, mais sans attendre en retour. Après, ils sont partis faire leur bonhomme de chemin, leur vie, quoi. Mais ils m'ont conseillé, ils m'ont guidé avec bienveillance. Et ça, je le vois tous les jours en Algérie. C'est ça qu'il faut souligner, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Alors, avant de venir sur ce que tu as fait, tes aventures, quel a été le déclic du coup? Parce qu'il faut un déclic avec toute cette, entre guillemets, négativité ambiante de l'extérieur, de l'intérieur, comme on en a parlé. Comment est venu le déclic de te dire, attends, mais en fait, ça m'intéresse quand même malgré tout ça? On a un problème, nous, enfin moi aussi j'ai eu ce problème-là. On veut entreprendre des projets partout sauf dans notre pays. Ça, c'est incroyable. Là, donc, tu parles à la bonne personne. Non, mais c'est ça. On va investir partout dans le monde, sauf dans notre pays. Et je me dis, je veux faire mon premier projet à l'étranger, pourquoi pas dans mon pays? Et je me suis renseigné, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse une petite aventure dans un premier temps, dans la capitale, voir ce qui peut amener à faire de plus grands projets. Et j'ai commencé par les 100 km d'Alger, mais le déclic, c'était vraiment ça. C'est d'abord dans mon pays d'origine, là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai eu beaucoup de valeurs, qui, grâce à ce pays-là, je peux entreprendre et je peux en faire cette passion, mon métier. Et de là, c'est parti, quoi. Mais je me suis dit, voilà, je suis juste à côté de mon pays, pourquoi faire autre chose? Et c'était en fait de l'orgueil, c'était de la fierté. Je me suis dit, je veux faire ailleurs. Mais attends, ressaisis-toi un petit peu. Tu as l'Algérie qui est à côté, tu as grandi là-bas, tu connais la langue, tu sais parler. Tu as de la famille là-bas, pourquoi pas entreprendre là-bas ton premier projet à l'étranger? C'est ce que j'ai fait. C'est ça le déclic, en fait, c'est de l'orgueil. C'est plus un côté égo et fier. Et je me suis dit, ça sera l'Algérie en premier. Franchement, franchement fort. C'est ça que j'ai eu. Parce qu'en plus, c'est pour ton premier projet, là, pour le coup, même si tu as une activité, tu as ta salle que tu gères en France, mais comme tu as dit, c'est le premier projet à l'étranger. À l'étranger. Voilà. À l'étranger où je veux. On me parlait de tous les pays sauf de l'Algérie. Et c'est marrant parce que dès que j'ai dit que je voulais faire quelque chose en Algérie, pour eux, c'est un peu de la régression, quoi. C'est toujours de la négativité. Et en fait, j'ai bloqué mon cerveau, quoi. J'ai verrouillé toutes les portes du cerveau. Et aucune négativité pouvait rentrer, quoi. Moi, j'étais focus sur l'Algérie. Je me rappelle, William DJ Snake, quand il va pour filmer justement Disco Maghreb, ils lui disent va filmer partout, au Maroc, machin, dans tous les pays, sauf l'Algérie.
Et après, quand il a insisté, ils lui ont dit bon, bah, 5 millions de prod, ok, mais tu le fais avec, tes propres fonds. C'est dingue. Tu vois. Et il l'a fait, et il a une super fierté. Il a en retour, tu vois, l'amour et tout. Et il en est super content. Et pareil, moi, pour revenir par exemple, sur l'installation avec mon épouse, au bout d'1 an et demi, qui elle, alors là, c'est un peu le format différent. Elle est née, elle a grandi un peu comme toi, jusqu'à 10 ans en Algérie, tu vois. D'accord. Donc, pas mal aussi de préjugés et tout. Elle n'était pas du tout convaincue. Je lui ai dit, fais-moi confiance. Tu fais confiance. Laissons le temps. Partons toujours sur une phase de test. C'est un peu comme un peu j'entreprendrais, tu vois. Je pars toujours sur une phase de test et on voit ce qui va se passer. Il ne faut pas toujours chercher à tout contrôler, tout maîtriser, tu vois. Et 1 an plus tard, elle me dit, c'est bon. Là, elle me dit, ouais, là, je suis convaincu. Enfin, tu vois, 1 an plus tard, elle me dit, franchement, convaincu. Je n'avais pas tout de suite capté le truc. J'avais plein de, comme tu disais, de préjugés. Et là, maintenant, il y a des inconvénients, comme partout. Bien sûr. Elle a eu cette expérience-là, mais elle a vu tous les avantages. Et c'est bon, tu vois. Rien que les valeurs, l'état d'esprit, la qualité de vie aussi. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est musulman. C'est aussi une terre musulmane où on entend juste le fait d'entendre l'appel à la prière. Déjà, c'est magnifique. On se sent chez nous, quoi. On a le passeport vert, on est fiers, on partage tous les mêmes valeurs. Et c'est ça, en fait, qui nous unit, tu vois. Mais il ne faut pas voir que le côté, absolument. Qualité de vie directement. Il ne faut pas avoir que le côté matériel. Il faut pas avoir. C'est bien que tu le rappelles. Il ne faut pas avoir le côté le côté que rentabilité. Parfois, j'entends ça. Même si je trouve que le potentiel, il est dingue en Algérie. On s'en rend pas compte, hein, mais il est dingue. Tu as quand même, avec toutes les ressources, tu vois, les naturelles qui sont à un faible coût et quasiment aucune concurrence étrangère. Je te laisse imaginer qu'il y a énormément de choses à faire. Tu vois. Il y a énormément de gros potentiel. Et aujourd'hui, depuis le virage qui a été fait politique, justement d'incitation, tu vois, à ce que l'entrepreneur algérien se lance, prenne des initiatives, il y en a énormément qui se font. Et j'en parle justement dans notre émission avec les conférences sur les entrepreneurs. Et c'est impressionnant. C'est vraiment le momentum, il est là. C'est le bon moment, on est au bon endroit au bon moment. C'est le bon timing. Ouais, le timing est super. Alors, on va avancer. Du coup, suite à ce déclic-là, tu lances tes aventures. Est-ce que tu peux nous en parler justement ? Mais oui, j'ai l'habitude d'organiser des aventures en France via mon parcours. J'ai fait 7 éditions de la Marche des Champions en France. La Marche des Champions, c'est départ avec des aventuriers qui n'ont jamais fait ça de leur vie. D'accord. Et même des sportifs de haut niveau, ça peut être vraiment des anciens footballeurs, des anciens danseurs, des acteurs, n'importe, des personnes totalement comme nous, lambda, qui aspirent au dépassement de soi. Donc, je fais un casting et on part d'une ville à une autre. J'en prends 6, 7, jusqu'à 10. Donc, c'est souvent 300, 400 km. La dernière, c'était Clermont-Ferrand, Paris. D'accord. Oui. 400 km, départ sans eau, sans nourriture, sans argent, sans autostop et sans tente. Ça veut dire qu'on part vraiment à l'Yanine, quoi, comme on dit, juste avec le sac à dos. Et en fait, c'est pour se mettre dans les conditions des sans-abri. C'est aussi un message que je veux transmettre et inciter à l'activité sportive et aussi le faire pour les enfants issus des foyers sociaux. Donc, il y a tu touches à beaucoup de... Non, mais c'est profond. Hein. Voilà, il y a plein de messages humains, mais aussi le côté dépassement de soi et sportif. Donc, voilà. Et le premier projet à l'étranger, je voulais le faire, comme je t'ai dit tout à l'heure, en Algérie. Et je voulais commencer par une petite aventure dans un premier temps, pas très longue, voir ce qui peut être organisé. Mais avant ça, en toute humilité, je pose des questions. Je vais voir ma famille, mes proches, ou alors... certains anciens commissaires ou des amis. La plupart m'ont dit, voilà, t'as rien à faire ici, crois pas que t'es en France, tu peux pas marcher comme ça dans la rue, surtout le soir, avec des étrangers en plus, c'est impossible de faire ça. Et ça va être très compliqué en termes de gestion, tu peux te faire embêter la nuit, tu peux te faire arrêter par la police, contrôle de papier, ils vont pas forcément te casser la tête, mais ils vont t'emmener au commissariat, tu vas passer la nuit là-bas juste pour... avoir un maximum d'informations sur toi, alors que c'est tout à fait l'inverse. Ouais. Mais au début, c'est vrai que ça rentre dans le cerveau. Ouais. Et je me dis,
il y a beaucoup de négativité. Je me dis que c'est peut-être vrai, parce qu'eux vivent là, ils savent. Mais j'ai remarqué qu'ils vivent là, mais de maison en maison, comme nous, on faisait en vacances. Quand on allait en vacances, on faisait de maison en maison, on ne connaît pas forcément notre pays, comment ça fonctionne réellement, si on fait telle ou telle activité, telle ou telle aventure. Et j'ai encore verrouillé mon cerveau et je me suis dit, bon, il faut que je le fasse. Il faut être têtu un peu. Hein. Voilà, il faut être têtu. Ah oui, non, mais il faut sortir de sa zone de confort. Et il faut croire en son projet. Si maintenant on commence à écouter à droite, à gauche les personnes qui sont autour de nous, qui nous transmettent des ondes négatives, on n'avancera jamais. À un moment donné, il faut se surpasser dans ça. Il faut à un moment donné verrouiller son cerveau, avancer, et croire, avoir confiance en son projet. Maintenant, ça échoue. Tant pis, et même tant mieux, ça nous apprendra. Et maintenant, si on réussit, tant mieux. C'est pas un souci. Si on doit tomber, on tombe, on se relèvera et on refera un autre, mais toujours en Algérie, mais d'une différente manière, parce qu'on aura appris de la première expérience. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et non pas, c'est bon, l'Algérie, c'est cuit parce que j'ai pas réussi un projet. Ben non, mais tu peux échouer sur un projet dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région du monde. Il faut arrêter de se dire, OK, parce que c'est l'Algérie, donc j'abandonne l'Algérie. Les gens, ils savent pas faire la part des choses à un moment donné. Ils mélangent tout. Le peuple, ils mélangent la qualité de vie, ils mélangent ce qui est possible de faire ou pas. OK, cette partie-là, elle n'est pas possible, donc je rebondirai sur un autre projet, mais toujours dans mon pays. Si ça te tient vraiment à cœur, tu vas le faire dans ton pays. C'est très bien, c'est très puissant ce que tu viens de dire, l'analyse même de l'échec. Savoir, il y a un problème aussi dans souvent ça, dans mon domaine, dans l'entrepreneuriat, le mec quand il se lance, il échoue parce qu'il a fait certaines choses d'une certaine façon qui n'était pas toujours dans les clous. Bien sûr. Ah oui, l'Algérie. Non. Eh oui. Toi, ton projet, ta façon de faire. Remets-toi en question. Tu vois, remets-toi en question. Et l'échec, c'est encore une fois, pour revenir au point que tu disais, il y en a un peu partout dans le monde, tu vois. Tu tomberas sur des personnes négatives, tu tomberas sur des personnes qui t'ont fait échouer le projet, sur des personnes malhonnêtes partout dans le monde. Et il y en a partout. On ne va pas vendre l'Algérie comme si c'était parfait. Absolument. Non, mais il y a des bons et des mauvais partout. Bien sûr. Maintenant, c'est à nous de croire en notre projet, d'avoir confiance en ce qu'on veut faire, ce qu'on veut entreprendre. Donc, tu disais par rapport à... Donc, tu as lancé ça J'ai lancé ça, même pas 5 jours plus tard. C'est même pas... J'ai fait un casting. J'ai pris même des amis d'enfance dans mon casting, en tant qu'aventurier. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Donc, le but, c'était de faire 100 km dans Alger. Dans Alger même. Donc, je me suis renseigné sur l'itinéraire, même si les personnes me disaient, mais t'es fou, quoi, 100 km dans Alger, tu vas pas dormir. Comment tu vas faire pour te ravitailler, etc. Si tu veux maintenir tes règles, etc. Je me suis fait aider par les bonnes personnes qui, eux aussi, croient en mon projet. Et s'ils ne croient pas, tu passes à une autre personne. Et puis, mais il faut faire preuve d'humilité, il ne faut pas faire les choses seul non plus. C'est bien d'être focus sur ses objectifs, mais il faut se renseigner, il faut quand même avoir la réalité du terrain en face. On ne peut pas venir de France comme ça et faire n'importe quoi. Donc, on se renseigne. Et donc, je me suis fait aider pour tracer mon itinéraire par des amis qui, eux, connaissent un petit peu mon délire, qui connaissent un petit peu mon état d'esprit. Et ils ont fini par vraiment adhérer au projet. Et on m'a aidé, on est parti même de nuit, je me rappelle, et reconnaître l'itinéraire. On va passer par la forêt Baïnem, après on va passer par le Maqam Shahid. Belle forêt, d'ailleurs. Il y a mais tous les côtés touristiques. On a fait vraiment... Tu as joint la nature, le tourisme. Merci, exactement. Donc j'ai pris 8 aventuriers. On devait le faire en moins de 35 heures, donc sans dormir. Ah oui. Et sans dormir. C'est ça le truc, c'est vraiment le dépassement de soi. Mais carrément. Carrément sans dormir. Physiquement, c'est très dur physiquement, mais tout le monde est capable de le faire. Ah, je pensais que c'était même pas possible. Bah oui, parce qu'en fait, on se dit pas que c'est possible de le faire s'il n'y a pas le coach ou celui qui a l'habitude de faire des aventures et qui te dit que c'est possible de le faire. C'est pour ça qu'après, avec l'expérience que j'ai eue, les gens m'ont fait confiance et j'ai pu organiser ça, départ un samedi 8h, retour avant 19h le lendemain, quoi. Et j'ai pris un guide qui était mon oncle et qui a fait l'aventure avec moi, qui a été jusqu'à 42 km. Pour lui, c'était impossible de faire. Il fait tous les trajets en voiture. Il a fait l'équivalent d'un marathon en distance, alors qu'il approche de la soixantaine. C'est ça qui est ouf. Donc, il s'est même surpassé. J'ai même pris son fils, qui était mon cousin, qui avait 17 ans et qui a été au bout de l'aventure. Donc, je veux donner cette confiance-là aux jeunes et j'aimerais bien aussi, à 17 ans, j'aurais aimé que quelqu'un me dise « Ok, tu es capable de faire 100 km en 35 heures dans Alger, dans la capitale, dans ton pays ». Et en fait, c'était la première fois qu'il s'est dit « Ok,
je suis capable de faire énormément de choses. Donc, il a pris confiance en lui. Mortel. Et les autres venaient un petit peu d'ailleurs, Super. de France ou d'ailleurs. Donc, 100 km en 35 heures. J'ai croisé des policiers sur la route à 2 heures du matin. Ouais. Vous faites quoi? Bonjour, vous faites quoi? J'explique. Il nous a offert du café. Je continue. Je croise n'importe qui. Ils veulent nous aider. Bravo. Ils nous encouragent. Ah ouais. On est tombé sur des bonnes personnes, que des bonnes personnes. Alors, pour le coup, on croise des mauvaises et des bonnes personnes. Là, on a croisé que des bonnes personnes. C'est ce que j'allais dire. Il y avait des anges autour. Il n'y a pas eu de galère. Non, il n'y a aucune galère. Franchement, il n'y a aucune galère. On était libre. On marchait en sécurité. Il faut voir aussi, à Alger, c'est très sécurisé. Ouais, c'est très sécurisé. Ça peut être même partout en Algérie. Hein. Mais c'est vrai qu'à Alger, on est très sécurisé. On croisait des policiers, des militaires qui vraiment voulaient nous aider, voulaient nous voir réussir. Et à un moment donné, on est tombé sur une personne qui nous a carrément invités dans une cafétéria pour nous offrir du café, des gâteaux, etc. Donc, on s'est fait ravitailler. Il y avait aussi ma communauté aussi qui me suivait sur les réseaux sociaux parce que je partage tout en direct, qui sont venus aussi un petit peu nous aider. Et c'est ça, en fait, je voulais montrer que c'était possible, tant sportivement, tant humainement, et aussi au niveau de la localisation dans laquelle est organisée l'aventure, donc en Algérie, dans mon pays d'origine. Donc, c'est là que j'ai compris que tout était possible. Tout est possible. À partir de cette aventure, c'était un vrai déclic d'aventure. En plus, tu n'as pas eu la météo favorable? Ah ouais, il pleuvait pendant 35 heures. Carrément. Sans mentir, c'était 24-25 heures, il pleuvait. Et c'était pas n'importe quelle pluie, et c'était très rare. Quand il pleut ici, c'était une averse. C'était impitoyable en termes d'inconfort, mais chez nous, on dit que c'était une baraka qui pleuve, et franchement, il y avait des anges autour de nous sur cette aventure-là, et ils ont été au bout. Arrivé Maqam Shahid, c'était incroyable. Il y avait toutes mes tantes, toute ma famille à l'arrivée, et ça a renoué aussi les liens avec leur famille, et c'est ça qui était très très bien. Ils ont dû être surpris. Hein. Ils ont dû être surpris, tous ceux qui disaient. Mais ils ont suivi aussi l'aventure. Hein. Après, je ne les ai plus entendus. Hein. On a parlé d'autres choses. Je ne suis pas, je suis pas le genre de personne qui va voir après la personne qui m'a dit du négatif. Ah, tu vois, je te l'avais dit. Non, t'inquiète. Tu as pu voir de tes propres yeux que c'était possible. On passe à autre chose. T'inquiète pas. Maintenant, peut-être que ça va te donner envie dans ton pays d'entreprendre ce genre d'action. C'est le but aussi. Ça, c'est un message. D'inciter l'activité. Absolument. Pas de transmettre les négativités. Ouais, je te l'avais dit, tu as vu, c'était possible. Tu m'avais dit non. Tu as vu de tes propres yeux. Tu as suivi l'aventure. Tu as entendu parler de l'aventure. Tu as vu que c'était possible. Et ben, tu verras qu'on peut encore faire plus de choses en Algérie. Toi-même, tu peux le faire. Ça doit être motivé. C'est une source aussi d'inspiration pour toi. Absolument. Et c'est comme ça qu'on donne de la force. Absolument. C'est comme ça qu'on donne de la force en montrant des modèles entre guillemets d'inspiration. Exactement. Parce que tu sais, chez nous, en plus, on a beaucoup je le répète souvent ici, ce réflexe un peu de mimétisme, tu vois, d'un dos, tu vois. Et parce qu'on se dit, avec cette négativité, on se met plein de barrières. Mais par contre, quand on voit que quelqu'un l'a fait, on dit, ah bah si lui l'a fait, moi aussi je peux le faire. Exactement. Et donc, c'est pourquoi comme lui ça que ça et lance. pas moi? Mais c'est ça le but. Même inciter à l'activité sportive. Absolument. Il y avait Amine, il avait 17 ans. Ça peut inspirer même les jeunes ados de 17 ans pour se dire, ok, pourquoi lui et pas moi? Il est au lycée, il est en terminale. Moi aussi, je suis au lycée en terminale. Il a jamais fait ça de sa vie. Moi aussi, j'ai jamais fait ça de ma vie, et je veux faire peut-être pareil, voire mieux. Voire mieux, exactement. Donc, c'est ça aussi, le mimétisme dans l'activité sportive. Donc, c'est ça aussi le message que je voulais transmettre. Bah, franchement, super. Et deuxième aventure? Et 3 mois plus tard, j'étais lancé, quoi. Je me suis dit, t'étais chaud. C'était l'aventure en Algérie, les 100 km, la toute première, s'est terminée en février, donc sur un week-end en février. D'accord. Et la deuxième, c'était en mai, directement. Donc, juste le temps de préparer. Et Mehdi Zidane, c'est un très bon ami à moi qui est le neveu de Zinedine Zidane, et à chaque fois on est très très proches. Il a participé à une de mes aventures en France. Lui, il a fait Paris-Nantes avec moi, 400 km dans des conditions totalement extrêmes, pareil. C'était la marche des champions. Et là, j'ai lancé le BTC activé. BTC, c'est bloque ton cerveau. C'est un peu le verrouillage de cerveau que je te dis là. C'est un peu une manière de bloquer, d'être dans un état second, d'être focus sur son objectif pour réussir à atteindre vraiment l'objectif qu'on s'est fixé. Et BTC activé, je prends une personne cette fois-ci, pas un groupe. Je prends juste une seule personne qui veut renouer les liens avec ses racines, son pays d'origine, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Par quel pays je veux commencer? Par mon pays d'origine. Magnifique. Par l'Algérie. Pourquoi commencer par un autre? Algérien commence par l'Algérie. Direct. L'Algérien commence par l'Algérie. Entreprendre commence par l'Algérie. Investir commence par l'Algérie au lieu d'aller voir ailleurs ou je sais pas quoi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, les mentalités vont changer.
c'est un peu mon mindset. Donc, j'ai pris en main cette aventure. Je lui ai dit, voilà, tu as déjà été en Algérie? Il m'a dit non, juste 24 heures pour voir la tombe de mon père vite fait. Et je suis revenu. Mais je n'ai pas découvert la profondeur de l'Algérie. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va faire Alger, Agmoun, là où il a grandi le papa de Zinedine Zidane, là où est enterré le papa de Mehdi. D'accord. Donc, on est dans la région de Tizi ou de ça? Agmoun, là, en Kabylie. D'accord. Voilà, vraiment dans la région de Béjaïa. C'est la wilaya de Béjaïa. D'accord. Voilà. Donc, c'était près de 300 km. Départ sans eau, sans nourriture, sans rien. Je ne suis pas sûr d'être ravitaillé. Parce que, OK, on va se faire ravitailler en café, etc. Mais est-ce qu'on va avoir à manger? Je veux garder mes règles, moi. Je veux partir sans rien et compter que sur les locaux pour m'aider, pour nous aider. Donc, je l'ai pris avec moi. On part, on dort donc dehors. C'est pas on ira dormir chez vous, c'est on ira faire une aventure sportive chez vous. Exactement, voilà, parce qu'on n'a pas le droit de dormir chez les gens non plus. C'est ça. Si on nous propose. C'est un truc de fou. C'est ça le truc, c'est vraiment de l'inconfort, c'est des conditions extrêmes. Plus je mets des règles comme ça, plus on se dit qu'on est satisfait une fois réussi. C'est pas une randonnée. Je veux pas mélanger la marche, ce que je fais, mes aventures et la randonnée. Et je veux ce projet-là, je veux pas qu'il soit fait ailleurs. Donc ça veut dire que je veux vraiment créer mes propres règles pour que voilà, ce soit la seule aventure qui est comme ça, quoi. Et donc je pars avec Mehdi et on vit une aventure extraordinaire avec un élan de générosité. La presse commence à en parler, une production qui nous met une sécurité à côté. Je me suis bien quand même, je suis pas parti à l'arrache, je me suis bien organisé, bien entouré. J'avais quelqu'un qui me suivait H24 pour mes batteries externes. En cas d'insécurité, en cas d'accident, tout s'est super bien passé. On a marché sur des départementales. On m'a dit, fais attention, il faut faire attention partout. Tu marches sur une départementale en France, il faut faire attention également. Il faut bien serrer à gauche, il faut être en face du danger. Pareil pour l'Algérie. Donc, on a fait exactement les mêmes conditions, les mêmes règles, la même organisation. Et on s'est fait ravitailler en sandwich. Il y a une anecdote qui fait que je monte avec Mehdi des côtes incroyables, mais vraiment en Kabylie, on commence vraiment à monter. Et là, une voiture est la seule voiture qui nous croise. Juste, il nous regarde. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, on ne connaît pas la région, donc tout peut arriver. Et on regarde, il était fin de journée à peu près, commençait à faire nuit. Ça monte et ça redescend. La même voiture redescend. Et je te promets que la voiture est redescendue avec du jus, avec à boire, à manger. Et la personne elle est partie, elle ne s'est même pas concentrée sur ce qu'on faisait, elle ne s'est même pas documentée, elle ne s'est même pas renseignée. C'est-à-dire ils nous ont donné, ils nous ont fait du réel, du bien. Pur geste de générosité. Pur geste de générosité. Et ça, c'était régulier, c'était quotidien, tout au long de Alger Agmoun, quoi. Et on arrive, et, c'était incroyable l'arrivée. La terre de ses ancêtres, de son grand-père, là où il a grandi. Et la surprise, c'est que le grand-père, donc le grand-père de Mehdi, vient sur la route à la fin pour marcher un petit peu avec nous. C'était très symbolique, quoi. Et voilà, encore un gain de confiance, encore une preuve que l'on peut faire des choses en Algérie, en toute sécurité. Voilà, à partir du moment où tu fais Alger-Agmoun, avec l'autoroute, les forêts, les montagnes, en toute sécurité, c'est que tu peux faire énormément de choses en Algérie. Il faut arrêter avec des conditions comme ça, sans argent. Ça veut dire qu'il n'y a pas genre, là on a soif, on va acheter de l'eau. Non. Là, c'est les gens, c'est grâce aux personnes, aux locaux, qu'on a pu avancer. C'est ça qui est ouf. Donc, c'est ça, en fait, Alger Agmoun, l'aventure, la deuxième aventure que j'ai fait en Algérie. Dingue. Franchement, tu représentes parfaitement pour lancer la série DZ Soft Power. Premier épisode avec toi, avec justement comment tu as contribué, tu vois, de manière positive. Exactement. Tu vois, transmettre des ondes positives. C'est exactement ce que je voulais. Il n'y avait pas de business. Il n'y a rien. Là, je ne parle pas de business, je ne parle pas d'argent. Je parle d'entreprendre quelque chose. C'est pour ça qu'on peut faire tout. On n'a pas besoin d'investissement. On peut faire à notre propre stade, on va dire, quelque chose de très fort et très symbolique en Algérie, que ce soit dans le milieu du sport, dans le milieu du cinéma, dans le milieu artistique. On peut faire énormément de choses, mais pas forcément argent. Voyons ce qu'on peut faire déjà dans un premier temps. J'ai commencé petit. C'est vrai que le plus gros projet, c'était Alger Agmoun. C'est plus gros, mais étape par étape, en faisant la part des choses, en écoutant les bonnes personnes et en faisant, avec l'abstraction
du négatif. Ouais. C'est-à-dire mettre de côté. Super important. Ça, c'est important parce que ça nous rentre dans le cerveau et ça nous empêche de faire énormément de choses. Et quand c'est l'Algérie, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, on les prend encore plus à cœur. Donc, il faut vraiment mettre de côté ce négatif et être focus. Si vraiment tu as envie d'investir, tant au niveau financier ou même dans le business ou même dans une aventure vraiment humanitaire, tu peux le faire si vraiment tu es focus sur ton objectif, tu t'entoures des bonnes personnes. Évidemment, il faut avoir un petit facteur, pas la chance, mais un petit peu le facteur positif et avantageux du destin. Mais tout est possible. Magnifique. Merci pour ton message qui colle parfaitement. On va rentrer un petit peu plus dans ton lien avec l'Algérie, si tu veux bien. Et de manière assez simple. Bon, comme tu sais, l'Algérie est vaste. Sûr. C'est un territoire, c'est le plus grand d'Afrique. C'est un grand nombre d'ethnies, de traditions, de cultures, d'habitudes alimentaires, ainsi de suite. Contrairement à ce qu'on croit souvent, on dit ah ouais mais non, mais j'ai souvent entendu ce discours d'ailleurs. Ah oui mais je suis algérien donc je bois que du café, ou moi en Algérie c'est telle tenue, ainsi de suite. Alors que non, nous c'est très vaste. Tu as énormément de régions, les montagnes, le désert, la mer, la côte, et ainsi de suite. Et donc, justement, par rapport à ça, je vais te poser un petit quiz. Tu es déjà plutôt thé ou café ? Je suis café. Café ? Trop café. Même. Ah oui, plusieurs cafés, apparemment, c'est un peu... Ah oui, je suis beaucoup café. Ouais. C'est typique Alger. Là. Je suis... Café presse ou café café presse, ouais. Mais non, café presse. Ah ouais, je rigole même pas avec le café. Quand tu remontes là... Ah ouais. Et après, à chaque fois, dans les cafétérias, j'avoue, ils le corsent. Ah ouais. Incroyablement. Ah ouais, et je dis tal'ou, je suis à Barre parce que c'est un peu trop corsé. Ouais. Mais sinon, c'est café tous les jours. D'accord. Quelle ville t'as préférée en Algérie ? Je suis un amoureux d'Alger, moi. Amoureux d'Alger. Au fond de moi, je suis un Algérois. Ah ouais, au fond, t'es un Algérois. Je parle l'algérois. Ah oui, ma mère me parle l'algérois. Et je fais exprès de parler l'arabe avec ma mère pour qu'on maintienne ce lien de la langue. D'accord. Parce que tu peux vite... Darija, quoi. Voilà, Darija. En particulier d'Alger. Ah ouais, d'Alger. D'accord. Vrai. Mais le kabyle, j'avoue, il faut que j'apprenne. Ouais. Je comprends un petit peu, mais mes parents m'ont toujours parlé l'arabe. Ouais. Mais c'est une richesse de parler le kabyle quand même. De fou. Moi, personnellement, je sais que, tu vois, j'échange un peu, j'ai appris quelques mots, mais j'aimerais développer un peu ça. C'est important. Bien sûr, tu as bien raison, c'est une richesse. Tu le vois d'ailleurs ici dans les écriteaux, c'est en français, tu as en tamazir, en darija, et en français, ça fait partie, c'est indispensable. Je suis tout à fait d'accord. Club préféré, parce que tu m'as dit que tu aimais bien le foot. Ouais, je suis CRB, moi. T'as CRB. Mais j'aime beaucoup la JSK parce que voilà, j'ai grandi à Tizi Ouzou. Et d'ailleurs, je vais bientôt voir un match de la JSK. Dans le magnifique stade. Oh là là, le nouveau stade incroyable. Mais en fait, c'est l'ambiance. Que ce soit CRB, USMA, en fait, il n'y a même pas de club de préférence. Même CRB, parce que voilà, c'est là où a grandi ma mère, le stade du 20 août. L'ambiance incroyable. Belouizdad. Mais c'est vrai que si, par exemple, il y a CRB, USMA, je ne vais pas avoir de grosses préférences, ou alors CRB Mouloudia ou n'importe. Pourquoi ? Parce que l'ambiance me donne envie de regarder le match. T'as déjà fait un stade Alger ? Non. Pas encore ? Jamais. Mais en fait, je vois ça dans les vidéos, j'ai envie d'y aller. C'est un spectacle. C'est un spectacle. T'en prends plein les oreilles. J'en ai fait quelques-uns, c'est beau. Mais c'est vivre. Enfin, il faut le vivre une fois. Quoi. Non, vraiment. C'est ça qui m'a tué. Je te le souhaite. Plat préféré ? Plat préféré, c'est le couscous hier de ma grand-mère. Je vois qu'il est incroyable. Elle a 90 ans, là, elle est belle. Et voilà, elle a fait un couscous traditionnel, mais c'est un classique, quoi. Tout le monde en raffole de son couscous. Mais ma mère elle s'est inspirée de sa maman. Du coup, j'ai ma grand-mère. C'est vrai que le couscous de la maman, c'est le meilleur au monde. Ouais, exactement. C'est le couscous, ouais. Après, ma femme... pour le coup, tu vois, autant on a plein de plats divers et variés selon les régions, mais par contre, le couscous, c'est notre plat national. Clairement. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse quand même qui aime faire à manger. Ouais. On peut rentrer dans le cliché qui doit faire à manger. Non. Elle aime faire à manger. Ouais, c'est sa passion. Elle aime me voir manger. Son plat. Donc j'ai de la chance d'avoir. Et elle te fait des plats traditionnels. Elle fait la shorba, la harira, elle fait tout. Elle aime. Cherchoucha, t'as fait ? Cherchoucha, bah oui, biskra. Biskra, cherchoucha. Cherchoucha, biskria, ouais. Exactement. Donc elle me fait plein de plats. Elle est réputée, ma femme, avec rien, elle fait tout.
Machallah. Elle peut avoir des petits ingrédients à droite, à gauche, mais après, je ne comprends même pas comment elle m'a fait ce repas, alors qu'il n'y avait pas forcément. Tu demandes à Doubara. Doubara, ok. Doubara, c'est 100% végétarien pour le coup, en plus. D'accord. Bon, en plus, c'est diète, c'est cool. Ouais, c'est diète, de ouf. Ok. On va rester sur l'alimentaire, on va dire ta boisson favorite, tu m'as dit c'est plutôt le café du coup. C'est le café, après moi je suis très haut, Vichy j'aime bien. Vichy, de Ifri, là. J'aime beaucoup, je consomme beaucoup ça à chaque fois que je vais en Algérie. Elle est assez gazeuse, il y a alors j'ai oublié, je crois que c'est la Khadija qui vient d'ailleurs je crois de Kabylie, je crois, c'est la bouteille bleue. Ouais, exactement. Ouais, la bouteille bleue, elle est un peu moins... un peu fluo, bouteille bleue. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça, je consomme énormément. Après, tout ce qui est Selecto, c'est un classique. Hein. Oui. D'ailleurs, Selecto, tout le monde aime bien, évidemment, mais ça reste une boisson très, très sucrée. Mais pour le classique, on en goûte de temps en temps. Petit hamoud blanc. Petit hamoud blanc, voilà, ça fait toujours du bien. Mais ce n'est pas ma boisson préférée. Mais dans une des chansons, par exemple, quand on parle d'une autre boisson un peu concurrente, on dit c'est imitation de cette boisson, Selecto. Mais non, Selecto a été créé avant toutes ces boissons gazeuses. En fait, encore un message dénigrant de notre pays, alors que Selecto a été créé bien avant tout ça. Bien avant les marques américaines. Et ça me rend ouf. 1879, je crois. Pourquoi c'est nous qui primé et tout. Pourquoi c'est nous qui faisons pareil que les autres? Mais non, c'est pas vrai, les gars. On a créé aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est rentré dans la tête des gens. C'est pour ça que d'ailleurs, même ces boissons-là, je le mets sur mes vidéos, je les mets. Et on me dit, pourquoi tu mets ces boissons? Ça fait un peu cheap. Et je dis, non, moi, c'est une fierté. Ouais, c'est une boisson centenaire, elle a été primée et tout. Et il faut qu'on soit fiers. Nous aussi, on est capable de créer. On se rabaisse tout le temps. On se rabaisse nous-mêmes. Hein. C'est pas parfois, les gens, forcément. Quand j'avais commencé, j'avais fait pas mal de vidéos là-dessus. Maintenant, ça commence. Enfin, maintenant, ça a tourné même avant que je le fasse. Mais tu sais, le côté, on met pas en avant le côté algérien. Mais on a tous eu ce complexe-là, encore plus en France. Tu vois, oriental, maghrébin, tu vois, comme les restaurants et tout. On mettait jamais l'Algérie en avant. Exactement. Il fallait toujours le cacher. Et c'est forcément péjoratif. C'était péjoratif. Qui est grave. Absolument. Et puis j'ai changé même mon vocabulaire, moi. J'ai changé mon état d'esprit par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire? Quand je dis aux gens que je vais en Algérie, je vais en Algérie. Je vais pas au bled. J'ai pas envie de dire je vais au bled. Pareil, ça reste péjoratif. On le disait souvent. On est d'accord ou pas? Ouais, carrément. Le mot Algérie était tabou. Exactement. Je vais en Algérie. Je vais en vacances en Algérie. Je vais faire un projet en Algérie. C'est ça. J'ai un rendez-vous en Algérie. Et je vais pas au bled. Parce que bled, c'est toujours un peu péjoratif, négatif avec les années. On a grandi avec bled. Non, il n'y a pas de bled. Je vais en Algérie. Quand tu vas aux États-Unis, est-ce que tu dis bled? Parce que tu es d'origine américaine. Tu dis, tu vas. Non, tu es fier de dire que je suis aux États-Unis, je vais à Los Angeles, je vais à New York, je vais en Algérie. Ouais, absolument. Je vais chez moi. Absolument, bon rappel. Là, 100%. 100%. Expression favorite? Normal. Voilà. Normal, flapant par essence. Non, je le dis souvent. Il y a, normal. Tu vas faire ça? Ouais, normal. Normal, kho. Avec le kho derrière, c'est 100% Alger. Normal. Ou Chériki, j'aime bien dire Chériki, ça va chouïa. Ça va chouïa aussi, je le dis pas mal. Mais après, c'est pour rigoler un petit peu. On parle pas forcément comme ça tout le temps, évidemment. Mais tu m'as surpris, moi, quand on a échangé et tout. Ouais, j'étais surpris parce que tu avais vraiment les expressions algéroises, tu vois. Ah ouais, non. Je l'ai gardé, en fait. Je veux le garder, je veux même le transmettre à mes enfants. Et c'est ma mère qui m'a transmis un petit peu ça. Elle est vraiment algéroise, ma mère. Elle avait toutes les expressions et je me force à lui parler tout le temps. Enfin, elle me force aussi à me parler tout le temps. On essaye de moins placer le français, vraiment pour continuer à être focus sur la langue, quoi. Non, c'est normal. Ouais, normal, je le dis souvent, ouais. Et pour finir, dans ce petit quiz de préféré, quelle est ta personnalité algérienne que tu trouves inspirante, personnalité que tu apprécies particulier? Elles ont toutes leurs qualités. Moi, j'aime beaucoup Garouabi. Moi, je suis très chabi. Très chabi. Bahja, Bidam. Ça, c'est Kamel Harachi. Mais c'est vrai, Garouabi. Fort, t'es parti loin. Garouabi, moi, je suis piqué, moi, au Garouabi. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, en plus. Ah bah, tu vois. C'est puissant. C'est très puissant. Il faut comprendre les paroles aussi. C'est incroyable. Et la voix qu'il pose. Je suis un fan des personnes qui jouent de la guitare dans les rues. Amine. En avant, j'ai mis sur TikTok. Il est bon. Celui qui a les cheveux gris?
Non, c'est un jeune. C'est un jeune qui te chante du Garouabi ou du Dahman. C'est incroyable. Et du Chabi algérien classique. Waouh. Il est posé de quel côté? Du côté la Grande Poste ou du côté vraiment sur les douches? Je crois qu'il zone un peu partout. Ah d'accord, parce que je l'ai pas. Il a toujours sa petite guitare. Il est passionné, incroyable. Et je l'ai mis vraiment sur TikTok. Je l'ai mis en avant sur TikTok et ça a touché plein de gens et tout le monde le connaît ici. Amini, il s'appelle. D'accord. Et pareil, je suis un fan de ça et j'aime bien les soirées aussi où il y a du Chabi, où il y a un orchestre. Je suis un fan de Chabi, Garouabi, Dahman Harachi, j'aime beaucoup. Dahman Harachi, les paroles fortes, puissantes, intemporelles. Ouais, c'est très fort. C'est très fort. Ouais, le Warqa, je ne sais pas si tu connais ce titre-là. Il y en a tellement, de toute façon, ces titres. Moi, je lance parfois toute sa compile, tu vois. Ouais. Et c'est impressionnant, d'ailleurs. Quasiment tous les titres, tu les enchaînes. Après, personnalité vraiment préférée, ça reste le classique Aller la pointe, quoi. Moi, il reflète tellement le combat, le courage. Préféré, entre guillemets, ça reste dans son courage, etc. Ça reste Aller la pointe. Aller la pointe. J'imagine que tu as vu le film Bataille d'Alger, qui est disponible sur YouTube. Exactement. Non, ça, il reflète le courage, le dépassement de soi aussi, le fait que... La fierté algérienne. La fierté, l'honneur. Ouais, c'est pas rendu, tu vois. Voilà. Il y a plein de personnages comme ça que j'aime, mais Aller la pointe, quand même, ça reste un grand vaillant. Et le petit Omar aussi. Le petit Omar. Petit Omar et Hassiba. Hassiba Ben Bouali, exactement. Hassiba Ben Bouali qui a donné son nom à la grande avenue. Exactement. Alors, pour finir, qu'est-ce que tu souhaites voir améliorer en priorité en Algérie? L'état d'esprit. L'état d'esprit, notre perception de l'Algérie, la négativité qu'on doit un petit peu corriger, même s'il y a du positif des fois, et même si on va mettre en avant le positif, il y a toujours ce côté négatif. Oui, mais ils ont construit ça, comme tu disais tout à l'heure. Oui, mais ils ont mis trop longtemps. Ouais. En fait, on disait, c'est un petit jeu. Toi, tu me disais, les taxis, toi, tu te mettais en BTC activé, ton cerveau activé. Et moi, en fait, je m'amusais parce que je prends énormément le Yassir Hitch, beaucoup. Ça me permet de passer justement les bouchons tranquillement. C'est pas très coûteux. Exactement. Tu vois, la course. Tu discutes un petit peu. Exactement. Et tu discutes. Et au début, cette négativité qui était assez impressionnante, après, tu finis par t'y habituer et t'en amuser. Et à chaque fois, je lançais. Et ça, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien quand même. Et là, direct, le mec, il enchaîne. Mais non, c'est pas bien. Et c'est impressionnant ce que tu dis. C'est clair. Non, mais c'est ça. C'est vraiment pour moi, c'est le facteur majeur qu'il faut modifier, évoluer aussi dans le positif. C'est le mindset, c'est l'état d'esprit, notre perception par rapport à l'Algérie, de la part des locaux et de la part aussi de la diaspora. Ça, c'est le premier point. T'en vois un ou deux autres? Le côté peut-être... il y a plein de choses comme dans tout. Hein. C'est le côté aussi sportif, la préparation physique. Ça manque un peu de... ça commence à venir un petit peu. Ça commence à venir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard là-dessus, etc. Mais c'est bien de professionnaliser ça aussi, qu'on soit un peu plus carré sur ça, pour qu'on soit aussi un modèle. Parce qu'il y a les talents, il y en a. Il y a énormément de talents. C'est juste qu'on doit encore professionnaliser ça, on doit encore... rendre ça expert et qu'on soit fier de nos talents, les mettre en avant un peu plus. Les JO, grâce aux JO aussi, on a pu voir nos talents, mais on peut les voir encore plus davantage au prochain à Los Angeles. Mais c'est bien de prendre ça au sérieux et de dénicher les bons talents et aussi faire comprendre aussi à la diaspora que vous avez un pays aussi. Hein. Vous avez un pays, vous pouvez être formé dans votre pays et c'est bien de faire comprendre ça aux gens et ils ne sont pas obligés d'être formés ailleurs pour être meilleurs. C'est ça, on a tendance à l'oublier aussi. Donc, on est obligé de croire qu'ils sont formés ailleurs et ensuite, une fois qu'ils sont bons, ils reviennent en Algérie pour représenter juste la fierté, etc. Non. Sois formé et apprends à former les gens aussi dans ton pays. C'est ça qui nous manque apporte cette valeur ajoutée. Moi, c'est ce que je dis souvent. Parfois, il y a des personnes qui me disent, et même ici, ouais, mais tu sais, ici, c'est un peu compliqué dans tel domaine ou quoi. Ok, pas de problème. Prends ton expérience à l'étranger. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc. Si tu veux avoir de l'expérience à l'étranger, prends-le à l'étranger. Mais garde le lien avec ton pays pour ramener ensuite toute cette valeur ajoutée. À un moment ou à un autre. Moi, souvent, on me disait, oui, mais toi, regarde, tu as vécu à l'étranger et tu as investi à l'étranger. Oui, c'est vrai. Les palettes, elles n'étaient pas alignées pour moi jusqu'à 2022, à peu près, post-Covid, après le Hirak. Il y a un grand virage à ce niveau-là, politique, économique, ainsi de suite.
Ça, c'est bon, c'est clair. Mais j'ai pas de souci avec ça parce que, en fait, toute cette expérience acquise, justement, à l'étranger, je viens la ramener dans mon pays. Et vaut mieux venir avec une expérience ou une expertise, tu vois, que parfois j'échange même avec des personnes qui sont très, très, très jeunes et je leur dis, essaie de te former dans un truc, essaie t'es à l'étranger, en Occident, tu peux accéder à des formations, tu peux mettre en pratique tout ça et ensuite ramène-le. Exactement. C'est comme ça qu'on va développer le pays. C'est comme ça qu'on va... tu as tout dit. C'est vraiment ça. C'est le même état d'esprit que je veux encore perfectionner à l'avenir. Tu vois. Non, c'est cool. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Quel est ton éventuellement prochain projet en Algérie Mais déjà, c'est souhaiter. La meilleure des choses qu'on peut souhaiter aux gens, c'est la santé. Avec la santé, on peut déjà entreprendre. La base. Voilà, ce qu'on veut entreprendre en Algérie déjà. Mais être encore plus proche de mon pays, c'est ça que ça tient qu'à moi évidemment. Mais il faut encore y croire. Parce qu'on peut faire énormément de choses dans notre pays. Il y a des défauts, il y a des qualités, mais comme partout. Mais il faut qu'on change les mentalités un petit peu et qu'on rentre dans ce côté un petit peu. Tout est possible aussi en Algérie, tu vois. Avec difficulté, mais les difficultés sont partout. Voilà. Mais ce qu'on peut souhaiter, c'est la seule chose, c'est la santé, à un moment donné. Parce qu'on se rend compte que la santé, c'est un peu la base de tout. Parce que c'est très bateau ce que je viens de dire. Mais c'est important, des fois, quand on a des problèmes un petit peu bateaux, des problèmes un petit peu plus ou moins graves, on se dit qu'ils sont effacés une fois qu'on perd la santé. Et la santé devient le problème majeur. Donc, on peut les effacer en prenant conscience, en prenant compte que si on perd la santé, on ne pourra plus rien entreprendre. C'est pour ça que je suis dans ce domaine-là, quoi. Mais en même temps, la boucle est bouclée parce que c'est une manière de dire, voilà, d'être positif. Justement. On revient sur le point le plus important et l'objet de cette émission, c'est tu vois, d'être positif, d'apporter du soft power pour l'Algérie. Et étant un très bon ambassadeur, merci à toi d'être venu pour ce premier épisode. Vraiment, merci. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Ah, mais la même. C'est très, très constructif, c'est très plaisant d'échanger vraiment avec toi. Et vu qu'on partage vraiment les mêmes valeurs et les mêmes ambitions aussi. Pour l'Algérie. Ça va continuer. Exactement. De toute façon, même quand on met en avant en Algérie, on le fait avec sincérité et honnêteté parce que ce genre de discussion, on les a eu même en off. Absolument. Ça, c'est important de le dire. Dans la continuité. On n'est pas dans la vente de l'Algérie. C'est important que tu le rappelles. Parce que parfois, c'est ce que je te disais en off, je dis parfois, je contrôle un peu mon optimisme pour pas que ça fasse... tu vois, exactement. Ouais, mais alors qu'en réalité, discussion, que Dieu en soit témoin, on l'a eu juste avant. Donc, absolument, exactement. Merci à toi, Anis. Merci à toi, vraiment.